Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à Next Episode, votre podcast consacré aux séries télé, habituellement diffusé le mardi à 19h sur Séance Radio et un peu partout sur internet, tout le temps, qu'on peut retrouver sur vos applications de podcast favorites, Apple Podcasts, SoundCloud, Podcast Addict, etc. Ici, on débriefe souvent, on analyse éventuellement, on s'écharpe évidemment, mais tout cela dans un respect relatif du produit. Mais bon, il y en a qui suivent. Cette semaine, l'équipe de Next Episode a fait le voyage à Cannes pour Cannes Série. Tous les jours, à 13h et à 18h, on vous tiendra informé de l'avancée de la compétition. Et ce soir, je suis accompagné de mes chroniqueurs de choc, Nora Bozoui. Oui, c'est moi, bonsoir. Et ma dope, mon crack, mon amphétamine. Oui, évidemment. Renan Cross. Salut Romain. Alors ça va les amis ? Ça va, mais je viens de me rendre compte que c'était pas Charline en fait. Non, tu avais une barbe et voilà, je me suis dit Charline s'est fait pousser la barbe, mais non, c'est pas Charline, c'est Romain. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu de ce début de ce festival et on va faire un tour un petit peu rapidement de ce qui nous plaît et ce qui nous excite. Et je vous propose de commencer par la série qu'on attend tous. I know you are an extraordinary person, exceptionally bright, determined. I know something happened to you. I know you're a psychopath. You should never tell a psychopath you're a psychopath. It upsets them. Are you upset? Alors on vient d'écouter la bande-annonce de Killing Eve, la nouvelle série, la créatrice de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge. Est-ce que c'est quelque chose qui vous excite ? C'est le gros coup de Cannes Série d'avoir récupéré la série de Phoebe Waller-Bridge. On l'adorait avec Fleabag, elle revient avec complètement l'opposé. C'est-à-dire que nous, on la connaissait déprimée, dépressive et un peu casse-couille dans les rues de Londres. Et elle disparaît de l'écran. Et là, elle a fait ce qu'on espère, un thriller d'espionnage annoncé comme un catfight hyper féminin. Rien que ça, catfight hyper féminin, thriller d'espionnage. Moi, je suis dans la salle déjà. Nora ? Moi aussi, j'espère, on en parlait un petit peu avant avec Ronan, on espère qu'il y a un petit twist. Parce que si c'est juste une série avec une espionne, donc Sandra Oh, qui doit aller retrouver une assassine qui est Jodie Comer, qu'on a vu dans Mad Fat Diary ou 13, si c'est juste un truc classique, déjà je vois pas Phoebe faire un truc pareil. Phoebe, comme si on était... Je vois pas Phoebe faire un truc pareil. Phoebe, 06 en Angleterre, bien sûr. Non, je la vois pas faire un truc classique, ou en tout cas ça m'emmerderait qu'il y ait un truc vraiment classique, quoi. Donc j'espère qu'il y aura un petit twist là-dessus et que ce sera drôle. Et surtout qu'on retrouve son écriture, c'est-à-dire que c'était très fort dans Fleabag, c'était vraiment les mots et sa manière de construire des dialogues. Là, vraiment, de ce qu'on annonce sur la série, c'est un face-à-face. Donc je pense qu'on peut avoir un affrontement, on peut avoir des trucs assez rigolos. Rien que la bande-annonce fait aussi penser beaucoup au film noir. Donc je pense qu'elle a, à mon avis, blindé ses références. Après, ce qui est quand même assez fou, c'est que la série est déjà renouvelée pour une saison 2 avant même qu'elle soit diffusée dimanche. Oui, c'est assez incroyable quand même. Ça me prouve que cette nana réussit tout ce qu'elle fait. Enfin, en tout cas, elle est très attendue. Elle est dans le prochain Star Wars quand même, qui sera diffusé en mai. C'est un peu absurde, non ? Elle joue un robot dans le prochain Star Wars, ce qui est quand même un truc improbable. 2 fois plus absurde. Voilà, c'est peut-être la nana qui va nous prouver que, en fait, en Angleterre, on sait tout faire avec n'importe quoi, en fait, puisque là, vraiment, elle part dans tous les sens. Sandra Oh, passer de Grey's Anatomy à une série comme Killing Eve, est-ce que vous trouvez que c'est quelque chose un choix intéressant ? Mais moi, j'avais envie de la voir ailleurs. En fait, moi, j'ai arrêté. Je sais que ça va peiner des gens qui nous écoutent, des fans de Grey's, notamment des chroniqueuses fans de Grey's et des chroniqueurs fans de Grey's. Charline Roux, on t'embrasse. Je ne cite pas de nom. J'avais vraiment envie de la revoir, moi, et elle avait gagné, je crois, un Golden ou un Emmy, et donc c'est une très très bonne actrice. J'en avais un peu marre de la voir en BFF dépressive aussi dans Grey's Anatomy. Je l'ai pas vue dans beaucoup d'autres films et séries, et c'est un plaisir, je pense, de la redécouvrir dans un tout autre registre, et surtout un registre où c'est quand même, parce qu'on dit que c'est des espionnes, mais elle est espionne dans un bureau, donc en fait elle se fait chier, quoi. C'est pas James Bond version meuf, quoi. Donc j'espère qu'il y aura un truc un peu sympa et de la voir dépressive, mais qui va s'affirmer en mode je vais aller crapahuter chercher une assassine et ça va être cool, quoi. Et puis chez Sandra Oh, il y a un côté bombe à retardement, en fait. Je pense qu'elle avait déjà un peu ça dans Grey's Anatomy. On sent qu'elle peut exploser à tout moment.
Et moi, c'est ça que j'attends de Killing Eve. C'est vraiment une série où ça monte et ça va exploser. Vraiment, il faut que la série soit à la hauteur, sinon c'est un peu la défaite pour Phoebe. Hein. Est-ce que c'était pas une créatrice de série qu'on aimait parce qu'elle nous faisait marrer, même quand elle nous faisait marrer un peu en chialant, mais elle nous faisait quand même vachement marrer, et là ça a pas l'air drôle du tout. Moi c'est pour ça que je suis hyper excitée, c'est pour ça que je me dis une saison 2 déjà renouvelée alors que personne n'a vu cette série, est-ce que c'est pas juste sur son nom, sur sur les noms, sur le casting, et effectivement moi si c'est pas une série qui est un peu déconnante, je suis pas sûre d'accrocher, parce que même si c'est écrit par Phoebe Waller-Bridge, on se dit qu'il y a quelque chose, s'il y a pas la patte de Waller-Bridge derrière, je regarderai pas. Ouais, et en même temps, on a aimé Fleabag parce que c'était pas là, pas ce qu'on attendait en fait. Donc c'est peut-être là où, à mon avis, elle va s'affirmer. C'est-à-dire, c'est la nana qui n'est jamais là où on l'attend. Si elle réussit ça, aujourd'hui, dans la télévision américaine, anglaise, même française, on a quand même des gens très dans des cases. Elle, si elle réussit à faire exploser les cases et dire je suis une auteure qui fait ce que je veux, je peux faire de la rom-com, de l'espionnage, être dans Star Wars et je vous emmerde, littéralement. Moi, vraiment, on lui donne la couronne, quoi. C'est la reine. Alors la critique américaine qui a déjà vu les pilotes a l'air de trouver ça génial. Déjà, j'ai vu que le New York Times avait dit que c'était le résultat était hyper divertissant, intelligent et bourré d'humour noir. Moi, rien que ça, j'ai je signe. Oui, voilà, c'est ça. Bon, on va se regarder autre chose maintenant. Le vamos a apoyar para que seas el candidato de nuestro partido. Vino a verme para llegar hacia ti. En este pueblo no somos tontos, señor. Presento mi renuncia al cargo de presidente de la República. Aquí en la Tierra. Estreno 22 de abril por Fox Premium. Por Fox Premium. Son aquí en la Tierra. En la Tierra. C'est la nouvelle série espagnole donc créée par Garcia Gabriel Bernal. Gaël Garcia Bernal. Gabriel. Ils sont plusieurs en fait. Ouais. Acteur chez Almodovar et acteur dans cette fameuse série d'Amazon Mozart in the Jungle. Qui paraît-il. Et ben oui, on l'a annulé. annoncé aujourd'hui. Ouais. Ça y est, ça s'arrête, Mozart in the Jungle. Donc ça intéresse que ça marche, sa série, parce que sinon il a plus de boulot, Gaël Garcia Bernal. Bon, alors cette histoire de mafia là, ça vous intéresse un petit peu, de près, de loin? Alors moi, que ce soit à Mexico peut m'intéresser davantage. C'est très géographique, hein, comme. Ouais, voilà. Non, mais parce que la mafia italienne, on en soupe et c'est intéressant, mais ça m'intéresse qu'on ait un peu bougé de décor, qu'on soit au Mexique. D'autant plus que récemment, on a quand même pas mal de séries d'Amérique du Sud qui sont bien. On découvre l'histoire, la culture d'Amérique du Sud, c'est cool ça. On s'ouvre un peu nous aux séries ailleurs qu'anglo-saxonnes. Après, c'est pas, je suis pas sûre. Là, c'est une histoire de famille. Une famille mexicaine influente avec des crimes, les secrets. Et moi, les trucs des secrets de famille, j'avoue que s'il n'y a pas quelque chose en plus, ça a tendance un peu à m'endormir. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est un peu le cliché de la série de mafia. C'est-à-dire c'est vraiment la famille dans tous les sens du terme. C'est-à-dire à la fois la famille de sang, mais aussi la famille d'argent. La famille, exactement. J'ai pas l'impression que ça va révolutionner le genre, mais si c'est très bien fait et surtout si ça, notamment, reprend toutes les questions des cartels aussi, tout le travail qu'avait fait Sicario au cinéma, oui. C'est-à-dire comment tout ça, c'est une sorte de toile d'araignée qui à mon avis, englobe tout un pays aussi. Là, c'est assez fort. Je pense qu'on attend plus la série sur son rapport politique que son rapport feuilleton, fiction, là où Phoebe Waller-Bridge, nous, on l'attend comme un pur divertissement et comme un truc où on s'accroche à l'écriture. Là, j'ai l'impression qu'on va le prendre comme un document. C'est ce que tu disais, c'est Mexico qui tout d'un coup devient le sujet de la série. Bon alors, autre salle, autre ambiance. 선생님, 그럴 때는 좋아하는 걸 생각하세요. 그러면 울다가도 안을 수가 있어요. 엄마! 더러워. 엄마가 뭐 하고 있었는지 확인하셨어요? 그 시간에? 예? 그리고 같이 사는 남자가 있어요. 해나가 죽었으면 좋겠어. 아이를 찾든 못 찾든 아동학대 혐의가 있으면 영장 청구할 거야. 지금 해나는 죽어 있는 게 모두에게 좋아. 선생님은 엄마가 안 좋았어요? 난 엄마의 진짜 딸이 아니었거든. 수진이 찾아와. 이젠 네가 버리는 거야, 엄마를. 할 수 있겠니? 엄마라고 불러봐. 선생님이 엄마예요, 이제?
Alors c'était le trailer de Mother, l'une des séries coréennes présentées au festival. L'histoire d'une institutrice qui décide de kidnapper son élève parce qu'elle est victime de violences, mauvais traitements chez elle. Ouais. C'est quelque chose qui vous tente. Est-ce que vous êtes calé en série coréenne? Ma passion série coréenne. Mais peut-être qu'on le sait pas, mais sur Netflix, il y a toute une armada comme ça. Alors pas uniquement de séries coréennes, il y a aussi pas mal de séries japonaises. Mais moi, je trouve que c'est un vrai risque de programmer ça parce qu'il y a des codes très spécifiques aussi à ce type de série-là, notamment un rapport à la dramaturgie, un rapport au drame, parfois au surdrame, qui fait que le public plus occidental et même plus européen a, à mon avis, parfois un peu de mal à intégrer ces codes-là. Donc, je pense que s'ils ont fait ce choix-là, c'est parce qu'à mon avis, celle-ci est plus accessible et qu'on se rapproche, à mon avis, de dramaturgie, à mon avis, plus accessible. Si j'ai tort, tant mieux. Ça veut dire qu'on va se prendre un shoot de ultra drama, de violon, de gamins qui pleurent. Et voilà. En tout cas, le pitch est improbable. Est-ce que les séries coréennes, c'est la même chose que le cinéma coréen ? Ce serait bien, même si le cinéma coréen est aujourd'hui très influent et très important. Ce qui est intéressant avec le cinéma coréen, notamment l'année dernière à Cannes, il y avait Okja, Bong Joon-ho, tout ça, c'est l'américanisation du cinéma coréen et inversement la coréanisation du cinéma américain. Est-ce qu'on va avoir ça dans les séries ? Je trouve que le côté hyper drama du sujet, on parle quand même d'une instit qui kidnappe une enfant. Alors, kidnapper, le mot est un peu compliqué dans la série, puisqu'en fait elle l'enlève pour la protéger, mais elle est poursuivie par le père qui veut la récupérer. C'est un peu Nuit du chasseur à l'envers, tout ça. Ça a l'air, sur le papier, en France, moi j'y crois pas 30 secondes. Par les Coréens, si c'est un peu foufou, c'est un peu rigolo. Moi j'y crois un peu plus. C'est un remake d'une série japonaise qui avait cartonné au Japon, qui a été diffusée dans plein de pays d'Asie et un peu plus loin même. Moi, voyant le trailer, j'ai pas eu l'impression justement que ça versait dans le surdrame du cinéma coréen que j'aime beaucoup, sud-coréen, rappelons-le. J'ai eu l'impression que c'était... Ouais, non, on n'a pas trop de choix. Même sur Netflix, il n'y en a pas. Non, peut-être sur Netflix Corée. Peut-être qu'il y a Corée du Nord, je sais pas. Si vous nous écoutez, on vous embrasse. Bisous à tous et à toutes. Non, j'ai l'impression que ça restait quand même dans une certaine sobriété. Oui. C'est l'impression. Mais après, on a vu qu'en trailer, on n'a pas encore vu. Quand même. Ouais, un peu globalisation, mais surtout un peu, justement, ce qui peut être un peu l'écueil, c'est en voulant trop coller à un grand public, en voulant trop faire pour la globalisation de l'audience Netflix, c'est diluer totalement, et ce que tu disais, la culture sud-coréenne, qui ne peut ne pas être accessible quand on la connaît pas et qu'on n'est pas très cliente de ça, mais qui est fantastique quand tu découvres et tu dis, putain, en fait, il n'y a pas que les États-Unis, l'Angleterre dans la vie, ou la France. C'est la difficulté dans un festival de séries, parce que la série, plus encore que le cinéma, a un côté, on rentre chez les gens, donc on rentre dans leur culture, dans leur manière de vivre, donc projeter des séries du monde entier, c'est aussi rentrer dans des drames, dans des dramaturgies, dans des manières d'écrire du monde entier. Et parfois, effectivement, on a plutôt le modèle américain qui est très dominant aujourd'hui, mais il existe d'autres modèles et il faut être capable de les accepter avec ce qu'on pourrait appeler du kitsch, en fait, parce que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, quand on les séries sud-coréennes, tout ça, on les trouve un peu kitsch. En fait, c'est pas si kitsch. Parce qu'on se regarde trop le nombril et qu'on a l'impression que l'Occident, on a le modèle qu'il faut. Quoi. Est-ce que le sériephile maintenant aujourd'hui se dit pas que on peut être un peu plus ouvert et avoir des curiosités pour des cultures qu'on n'a jamais vues grâce à Netflix notamment ou d'autres. On embrasse Netflix, qu'on a cité plein de oui, alors on récupère notre chèque à la fin de l'émission. Non mais Canal Plus aussi fait ce travail-là, en fait, d'essayer d'ouvrir un peu les esprits, et c'est justement uniquement grâce à ça, parce qu'on va pas se mentir, quand on télécharge des séries, on télécharge des hits, des tubes, et les tubes on les connaît parce que c'est américain, c'est anglais, ça cartonne en fait partout. Donc il y a une vie hors Game of Thrones. C'est ça en fait, et il faut se non, et il faut faire un travail de curiosité, sauf que c'est tellement dur. Il n'y a pas 30 pays dans le monde, il y en a 80, il y en a 193, je vais dire une connerie. Mais tu donnes des infos aussi dans cette émission. Le saviez-vous, Tria? Non, mais c'est dur de faire ce travail-là. Donc si les programmateurs le font pas pour nous, on va rester avec notre Game of Thrones, notre Grey's Anatomy, nos Lost, etc. Et ce serait très dommage. Donc Netflix a apporté cette diversité de points de vue, d'opinion et de culture, juste s'ouvrir sur le monde. Exactement. On va bouger encore une fois. Paix entre les peuples. On va bouger encore une fois. On va aller en Norvège cette fois pour State of Happiness, une série qui, si j'ai bien compris, qui parle de forage pétrolifère dans les années 60. Passion forage. Dit comme ça, le pitch il est assez serré. Ça m'excite pas beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, Passion forage, je pense à Dallas. Je pense au puits de pétrole. En ce moment, je pense à Trust, puisque ça parle de puits de pétrole. Donc là, est-ce qu'on a le Trust norvégien ? Moi, j'ai pas vu Trust. En revanche, je suis assez excitée par tout ce que la Norvège produit depuis à peu près 5 ans. Donc tout le monde scam remake français après. Il y a une série sur Netflix, je sais plus si elle est encore là, qui s'appelle Norsemen, que je conseille à tout le monde. Mais vraiment, je me suis fait pipi dessus de rire. D'accord, ça c'est un mélange entre Camelot et The Office au temps des Vikings.
Là, tu m'as eu là. Voilà, ça y est. C'est fabuleux. C'est tourné en norvégien et en anglais, donc il y a les deux versions. Elle est en anglais sur Netflix et c'est mon coup de cœur de comédie de l'année dernière. Ils ont plein de séries qui sont dans des festivals un peu partout, qui sont des vraies bonnes comédies modernes, hyper drôles. Ils ont Occupied, qui est quand même une très chouette série qui est sur Arte. Il y a Nobel, donc Scam et donc Northman. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une possibilité pour des pays comme ça de faire autre chose que du scandinois parce qu'on en a bouffé. Et il y a Netflix avec le Danemark, avec The Rain, qui arrive à faire un truc un peu dystopique. Et j'espère que la Norvège, j'ai l'impression qu'elle porte un peu ce truc de on sait pas faire que le truc avec des lacs et des montagnes, des enfants qui disparaissent. Quoi. Et effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est intéressant que tu parles de la comédie et du fait que les genres se diversifient parce qu'on a un peu catalogué les pays en disant tout ce qui est dans le nord, il fait froid, les gens sont déprimés, donc les gamins vont disparaître. Et puis dans le sud, on fait de la comédie parce qu'il fait chaud et il fait beau. Là, on est quand même un peu encore dans un truc un peu noir, un peu voilà. Donc est-ce qu'ils vont réussir à nous surprendre ? En fait, je pense que c'est ça aussi qu'on attend d'un festival de série, c'est de nous montrer un truc qu'on n'avait pas attendu. Là, sur le papier, je trouve que c'est un peu carré, calé. Nobel, c'est très bien. Est-ce qu'ils vont réussir à nous surprendre ? Réponse. Là, c'est un peu rugueux, effectivement. C'est donc, mais après, c'est excitant parce que c'est donc une ville côtière en Norvège. C'est les années 70. Ouais, 69, ça se passe. Quasiment en même temps que Trust, ça qui est rigolo. C'est très drôle. On va faire un bon petit parallèle avec ça. Un prochain épisode. Oh là là, et donc, en fait, ça fait des années que les compagnies pétrolières internationales cherchent du pétrole et il n'y en a pas. Et un jour, la petite flamme s'allume, donc il y a du pétrole. Et là, c'est la vie de tout ce village qui va être bouleversée. Ils vont se dire, c'est la crise, un village en crise. Donc on va suivre plusieurs parcours de personnages. Une sorte de ruée vers l'or, mais pour le pétrole. C'est le Klondike, c'est la fièvre du pétrole en Norvège. Donc je me dis, ça peut être intéressant. Ouais. Ils sont assez bons, je trouve, pour faire exister des personnages. Tout dépend le ton aussi, s'ils arrivent à varier les histoires. Effectivement, si c'est une série chorale, là, c'est vraiment très intéressant. Bon, on rebouge. The Truth About the Harry Kéber Affair. Oh, l'affaire, la vérité à propos de l'affaire Harry Kéber. C'est ça, exactement. Je pense qu'on la terre entière à peu près a lu le livre de. Et c'est pour ça qu'on va raconter la fin. Alors, quelle est la vérité moi, je viens de le commencer. Sauf que cette fois, c'est pas qu'à la fin, c'est le. Donc cette fois, c'est quand même la relecture par Jean-Jacques Hano et avec Patrick Dempsey, alias Dr Mamour. Dr McDreamy. Ouais. Moi, alors vraiment excitomètre à 0, c'est-à-dire que c'est écrit comme une. Alors le problème, c'est que le livre est écrit comme une série, ce qui est d'ailleurs la force de Joël Dicker, c'est ça, ce qu'on appelle un page turner. Et un livre écrit comme une série qui devient une série, la transition, c'est un peu comme faire des lasagnes avec des pâtes du lendemain, quoi. Il y a un truc. Ouais, je donne des tutos cuisine en même temps. Tu penses que plus également du coup ? Exactement, plus également. J'ai l'impression que effectivement, le livre est tellement fait pour être une série que autant relire le livre en fait. C'est-à-dire que je vais pas. Après, Jean-Jacques Hano, ça m'intrigue un peu plus. Il avait un peu disparu des radars du cinéma. Ah ouais, vous lui faites confiance pour faire une série télé, sérieusement ? Moi, je me dis, un mec qui a 3 Césars, qui a fait Au nom de la rose, qui a un Oscar il y a très très longtemps, mais certes. Danny Boone vient d'avoir un César. De toute façon, alors, on en parlera. On a très vite atteint le point Danny Boone dans la conversation. Il est un César du public. Je pense qu'Au nom de la rose, c'est pas un César du public. L'ours non plus, a priori. Non, mais je me dis, c'est quand même un grand cinéaste. Il y a des plantades, on a vu Scorsese avec Vinyl, ça a été quand même une sacrée plantade. Ah, moi j'adorais Vinyl, moi. C'est vrai. C'était toi ? Ouais, c'était moi. C'était le mec qui regardait et qui a écrit à non, arrêtez là, il faut faire une saison 2 absolument. Non, moi je viens de commencer le bouquin et effectivement, je suis happée, j'ai envie de connaître la fin, il y a 700 pages, j'ai envie de savoir ce qui se passe. Je suis assez curieuse de voir ce que le traitement d'un livre qui est écrit par un Suisse, qui se passe aux États-Unis. Où le personnage principal est américain, ce que ça donne tourné par un cinéaste français sur place, là-bas. Vraiment, ce côté sachant mélange, quand même ça m'intrigue. Ouais, en fait. Chez Joël Dicker, l'Amérique est un truc de carte postale. Il y a souvent chez lui, c'est une Amérique qui n'existe pas. C'est un peu. Alors, c'est pas Twin Peaks, on va pas mettre des mots comme ça, mais c'est vraiment l'Amérique de série télé en fait. C'est-à-dire que parfois on a l'impression de se balader dans Gilmore Girls, des trucs comme ça, où c'est la petite ville américaine. Donc il fantasme beaucoup l'Amérique. À mon avis, ce qui rejoint ce que tu disais, c'est que Jean-Jacques Hano a aussi beaucoup fantasmé le cinéma américain. Après, ce qui est intéressant avec Jean-Jacques Hano, c'est que c'est quelqu'un qui a un vrai metteur en scène lyrique et qui a un sens de l'espace, qui, quand on connaît l'histoire de Harry Kéber, il y a des liens avec son cinéma. On ne verra d'ailleurs ce soir pas vraiment les premiers épisodes. On va avoir quelques snippets en fait. Donc ça c'est très frustrant par contre je trouve moi de devoir faire déplacer jusqu'à avoir un snapshot voir que de la série. Quelques morceaux de la saison, je trouve ça assez frustrant. Pour faire l'ouverture, on aurait bien voulu voir un bon épisode là pour donner l'eau à la bouche. Et puis l'autre problème, c'est que beaucoup de gens, donc à part Nora, ont lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Je me fais shamer parce que j'ai pas lu un best-seller aux 700 pages. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est quand même un mystère où quand on connaît la fin, je sais pas si on a vraiment très envie de la revoir parce que... Expliquons le pitch, c'est
un écrivain à succès américain qui va revoir son... Tu es la seule à pas avoir le livre, donc les gens connaissent. Ouais, comme si tous les auditeurs... Alors, ok, envoyez-nous des petits... franchement, mettez le petit hashtag, et ceux qui l'ont pas lu... Je n'ai pas lu. Voilà. Je n'ai pas lu. Voilà, je suis... Faites-moi un résumé en 120 signes. Je suis Nora, je n'ai pas lu Eric Hébert. Non, quand même, disons, parce qu'on parle de mystère et tout. Donc c'est un écrivain à succès qui a son premier bouquin, premier roman, un succès énorme. Il a une avance, il doit écrire le deuxième, il est dans la merde, il a pas rendu son truc. Il va revoir son prof de lettres qui est au bord de la mer aux États-Unis, et puis il découvre que en fait ce mec a eu une histoire d'amour avec une gamine de 15 ans qui est morte il y a 30 ans et que ça n'a jamais été élucidé, et le mec se fait arrêter parce qu'on découvre le cadavre de la gamine enterré quelque part, on dit pas où, avec un objet qui fait que le mec est impliqué. Et c'est deux livres dans... C'est très élégant de ta part de pas divulgacher. C'est vrai, c'est très bien. C'est élégant que tu dises divulgacher. Et donc, si je peux arrêter votre rom-com, donc il y a deux livres en un, en fait. Dans le livre, il y a un livre dans le livre, dans le livre, dans le livre. Donc là, est-ce qu'ils vont faire le principe avec de la série ? Ce serait rigolo qui transforme et que ce soit pas un auteur de roman, mais un auteur de série. C'est ça qui est rigolo dans le livre de Dickers, c'est qu'il y a des livres dans le livre, plusieurs. Là, on va voir, est-ce qu'ils ont osé trahir aussi le livre ? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Alors, série présentée, mais pas en compétition encore une fois, c'est Safe, du président du jury de cette année, donc Harlan Coben, avec Michael C. Hall, qui joue le rôle d'un veuf, qui décide de refaire sa vie avec ses deux petites filles dans une nouvelle petite ville, sauf qu'en fait, évidemment, ça va très très mal se passer. Ça vous intéresse ? Ça vous intéresse pas ? Moi, je suis. Franchement, c'est un peu pareil. Excitomètre à 0, comme tu disais tout à l'heure. Sérieusement ? J'adore Michael C. Hall, passion 6 Feet Under, passion Dexter, les premières saisons. Ouais, c'est ça. Mais non, vraiment, j'aime beaucoup cet acteur. Mais le pitch, juste le pitch ne me donne absolument pas envie, parce qu'il y a encore une affaire de gamine qui va se faire tuer, je crois, qui disparaît. Et en fait, comme j'avais dit quand on parlait de Looming Tower l'autre jour avec Charline et toi, Romain, moi, les affaires d'enfants qui disparaissent, je commence un peu à en avoir ma claque, quoi. Alors, faites attention à vos enfants, arrêtez de les faire disparaître en série. Laisse pas traîner ton fils, enfin. C'est complètement chiant. Non, le problème. Alors, Harlan Coben, pareil, romancier qui cartonne. Voilà. Nora va nous dire qu'elle a jamais lu Ne le dit à personne ou qu'elle. Je vais te surprendre. Je n'ai jamais lu de voilà. Et donc, j'aime beaucoup la littérature. Harlan Coben, ce qui est vraiment là aussi un roi du page turner. Il avait été déjà passé par la série avec Five, qui était une grosse plantade, qui était vraiment pas très bien écrite. Qui était à Série Mania l'année dernière, il y a 2 ans, je crois. 2 ans, ouais. Et qui était vraiment raté. Donc là, c'est une deuxième chance. Le casting est plutôt chouette. On aime bien Michael C. Hall. Alors, on adore Michael C. Hall. Moi, on l'aime bien. Moi, je le connais pas perso. Donc assez dur, parce que c'est quand même. Le mec a fait 2 séries qui sont 2 méga séries qu'on connaît tous. Ouais, mais moi, j'aime Michael C. Hall quand il est camp, quand il est excessif, quand il est David dans Six Feet Under, ou quand il est Hedwig sur la scène de Broadway, ou quand il joue David Bowie. Donc là, dans une série corsetée, il y a Audrey Fleurot aussi, si je me trompe pas, dans Exactement. la série. Et moi, je suis passion Audrey Fleurot. Ça, on est d'accord, passion Audrey Fleurot qu'on adore. Donc voilà, petite curiosité. Ça peut être aussi ce qu'on appelle un crowd pleaser, un truc qui plaît au public. Je suis pas sûr que les critiques de série vont s'éclater en voyant ça, mais ça peut être aussi un truc très bien fait, quoi. Bon, maintenant, comme on dit en anglais, let's address the elephant in the room, c'est-à-dire on va parler de l'éléphant dans la pièce. 2 festivals de séries quasi de manière concomitante. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? Est-ce que... on a fait le soupir en même temps. La bonne nouvelle, c'est que c'est 2 fois plus de plaisir, 2 fois plus de séries. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est 2 fois plus de trajets en avion ou en train et 2 fois plus de dilemmes. Ça, c'est très très bourgeois de dire ça quand même. 2 fois plus. Non, mais c'est qu'on est nous, on est journalistes. Là, on parle en tant que journaliste. Séries, les gens qui habitent à Lille vont pas aller jusqu'à Cannes et inversement. Peut-être qu'ils vont mettre des bus, ce serait rigolo. Des quoi ? Mettre des bus, les prendre les gens de Cannes. Ils mettent des pulls aussi, à mon avis, inversement. Dans l'autre sens, ça aurait été bien des bus comme ça. C'est un très long trajet quand même, aussi, vu qu'il y a les grèves. 6 ans pour arriver à Lille. Allez, 6 ans plus tard. Non, ce qui est cool, c'est que moi, je m'étais dit, on fera 2 salles, 2 ambiances. On fait un festival et l'autre qui lui ressemble pas du tout, et on le fait pas en même temps, et comme ça vraiment il y a moyen d'y aller aux deux et de trouver des choses différentes. Là j'ai peur qu'il y ait une dilution non seulement de la qualité des trucs qui sont présentés, une dilution de la couverture médiatique d'un festival pour l'autre, et ça me fait un peu flipper. Moi ce que j'attends de Cannes Série, c'est Cannes, quoi. Et moi c'est ma première fois à Cannes en plus, donc c'est mon dépucelage cannois. Voilà, comme on dit. Non, puis, il y en a eu beaucoup à Cannes, j'ai l'impression. Il paraît que je suis pas la première. Ce qui se passe à Cannes. Sur la plage, en plus je suis sur la plage du Grès d'Albion et se faire des... Non, pardon. On revient un peu aux histoires de non, mais festival, là, s'il te plaît. Là, les gens nous écoutent et nous voient aussi. On est au bord de la plage. À Lille, on pourrait pas le faire. C'est glamour, c'est Cannes, c'est chouette. Donc il y a ce truc-là, un peu strass, paillettes, tapis rose et tout. Il faut voir comment on transforme l'essai. C'est clair qu'à Lille, c'est pas la même ambiance
mais peut-être qu'il y a autre chose. C'est quoi le point fort de Cannes, selon vous ? Le décor, effectivement, ça je suis assez d'accord, et surtout le fait que Cannes c'est automatiquement associé au cinéma. Pour moi, c'est à la fois un point fort et un point faible. C'est que moi, qui suis un vieux routard du Festival de Cannes Cinéma, j'en ai arpenté de la croisette. Effectivement, c'est pas la même chose, et en même temps, on est obligé de comparer. C'est-à-dire que je pense que c'est périlleux de mettre au même endroit un festival de cinéma et un festival de série. Déjà qu'en permanence, on essaye de les différencier, d'expliquer que c'est pas la même chose, qu'il n'y a pas de hiérarchie. Forcément, voilà, c'est un pari qu'ils font. C'est intéressant, il faut voir si ça prend ou pas. Après, le côté glamour en série, est-ce que la série télé, c'est vraiment si glamour que ça ? Moi, c'est une question que je me pose. Est-ce que ça l'est vraiment ? Pourquoi ça le serait pas ? Vraiment, du méga glamour en série, à part des acteurs de cinéma, en fait, aujourd'hui. Mais j'allais dire, en fait, c'est ça le truc, c'est écoute, que moi, le Patrick glamour... Dempsey, Michael C. Hall, je descends, tu vois, sans problème. Oui, ça évidemment. C'est ce qu'ils ont essayé, en tout cas. C'est-à-dire, c'est là où ils ont, à mon avis, un intérêt à taper fort là-dessus, c'est de trouver le peu de glamour purement série. Parce qu'encore une fois, si c'est pour inviter le casting de Big Little Lies, en fait, ce sera pour faire Cannes bis, Cannes Cinéma bis. Donc il faut trouver, à mon avis, et je pense que c'est à ça qu'ils ont intérêt, c'est pour ça qu'ils ont intérêt de travailler, c'est le côté très glamour de la série, tandis que Lille et Sérimania, eux, ont vraiment insisté sur le côté très populaire et le côté très authentique et très festif aussi, beaucoup. Bon, vous avez bien travaillé. Je vous propose de vous reposer un petit peu en écoutant Sophie-Marie Laroui, qui traîne un peu dans les soirées cannoises et qui hier a traîné avec les amis de Bloqué. Donc moi à la base, il faut savoir quand même qu'on m'a mis un zoom dans les mains et que ma principale caractéristique, c'est que j'aime pas déranger. Donc je vous fais un résumé de ce qui s'est passé dans le train parce que j'ai pas osé l'allumer. Donc on a décidé que la Casa de Papel c'était pourri, mais que quand même tout le monde a regardé jusqu'à la fin. C'est que donc les gars ils sont quand même pas mal forts. Que le docu sur Dr Dre il est chambé. Après il y a une ellipse parce que j'ai dormi. Moi, c'est ma première fois à Cannes, donc je trouve ça super beau. Les arbres entourés avec des guirlandes, ça me donne trop envie d'aller chez Action en rentrant. Donc, en gros, si j'ai bien compris, ici, tout se passe entre les hôtels et les plages, à partir du rond-point où il y a le tabac, là, jusqu'à la buvette de l'autre côté de la Croisette, anciennement chez Nanou. Voilà, près du Carrousel, là. Donc hier soir, c'était la soirée en hommage à Bref, Bloqué et Serge Limito. Bon, déjà, moi, je trouve ça un peu chelou qu'il y ait une soirée hommage, étant donné que les gars sont pas morts encore, mais bon, ok, soit. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que tout le monde était très en forme, que la famille Cotentin est restée fidèle à elle-même, à savoir chillax. Je peux t'enregistrer, Clément ? Ouais, vas-y. C'est pas trop relou ? Non. Ça te fait pas peur ? Ça t'angoisse pas ? Les dédicaces et les photos ? Ouais. Non. Pourquoi ? Je sais pas, moi j'aurais trop peur que les gens ils me lèchent le visage. J'ai jamais eu ce souci. On t'a déjà léché le visage ? Non mais je vois que ça peut arriver en deux. Je les connais les gens, je leur fais pas confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà léché le visage en te demandant une dédicace ? Non. Toi oui ? Oui, absolument. Absolument, et j'ai déjà léché le visage de quelqu'un. Pas dans ce sens-là. Mais non, oui, je me suis déjà fait lécher le visage. C'était voulu ou c'était voulu, c'était pas spécialement agréable. Je vous passe le moment où on s'est promis qu'on se séparerait jamais dans la soirée, comme la Légion étrangère au défilé du 14 juillet. Et en fait, ça n'a pas tenu. À un moment donné, je suis allée dans la salle prendre le pouls de la soirée. Je vais aller dans la salle pour prendre le pouls de cette soirée. Tout à fait. Je vais passer par là, c'est là, hein. Mais bon, il faut qu'elle nous place, la dame. Bref, j'avais repéré cette fille à la soirée de Maud. Alors j'ai demandé à Maud si elle avait un copain. Elle m'a dit je sais pas. J'ai demandé à Kevin, il m'a dit je sais pas. J'ai demandé à Baptiste, il m'a dit j'entends pas. J'ai demandé à Christine, elle m'a dit j'ai pris ça pour un nom. Alors j'y suis allé. Je lui ai fait une blague, elle a rigolé. Je lui en ai fait une deuxième, elle n'a pas rigolé. Mais elle avait pas compris. J'avais pas compris. Wow! Merci pour ce bel accueil. Bonsoir Cannes, ça va, vous allez bien? On est venu un peu vous exposer un peu notre travail avec Navo. Et du coup, on a dit, ouais, on va faire une sorte de... Comment on appelle ça, un retour sur expérience? Ouais, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas fait exprès. C'est vrai qu'à la base, on n'a pas fait exprès de faire cette série. Il y en a qui sont en train de tweeter, il n'a pas fait exprès de faire cette série, hashtag Cannes série ce soir. On a tout écrit en 15 jours. Avec Navo, on a clairement pleuré du sang ce jour-là. Moi, ce que j'aime bien avec ces garçons, c'est que c'est pas des yinches. C'est-à-dire que 7 ans après, les gars, ils remercient encore l'équipe technique, alors qu'ils pourraient vraiment se la raconter, genre tout seuls, sans remercier personne, quoi.
Big up les gars. On a travaillé énormément avec toute l'équipe technique que je remercie énormément chaque jour du fond du cœur. J'ai une photo d'eux chez moi pour les remercier parce on leur doit énormément. Parce qu'on pense souvent, tu vois, que nous on est en face, on est cool et tout, mais sans l'équipe technique on n'est rien du tout. Vous avez des questions ? Je pense que le highlight de cette soirée, c'est quand même le moment où on était avec Orelsan et Kian Kojandi et où on s'est fait jeter du casino parce que il y a 2 des gars qui n'avaient pas leur papier d'identité. Donc voilà, on essaye de faire genre on est chic, mais en fait on ne change pas. Non, si je dois être tout à fait sincère, le vrai highlight de la soirée, c'est l'imitation par Jonathan Cohen d'un policier. Voilà. Alors maintenant... Vous allez sortir de la voiture délicatement, vous allez poser les clés sur le véhicule. Ouais. À demain. Coucou, Sophie-Marie Laroui, qui n'était pas là ce soir avec nous parce qu'elle est sur la montée des marches. Mais hommage à Sophie-Marie Laroui qui n'est pas morte, mais hommage à elle. Et pour cette citation de Céline Dion qu'elle a placée. Et moi, j'étais ravie de l'entendre une deuxième fois. Céline Dion, on en a besoin tous les jours. Hein. Merci beaucoup Ronan, merci beaucoup Nora, et à demain. Merci encore. Bisous. Ciao. C'était Next Épisode sur Séance Radio, en direct de Cannes Série.